faut pas négliger cette menace russe. Il ne faut pas négliger que les Russes ne sont pas nos amis. Mais on a plein de gens qui ne sont pas nos amis sur Terre. Il faut arrêter cette espèce de vision totalement manichéenne. Les Américains non plus ne sont pas nos amis. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, j'aimerais vous faire réagir à cette déclaration très récente de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui affirme, je cite, « Nous devons nous préparer à une guerre d'une ampleur comparable à celle qu'ont connue nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ». Que vous évoque cette sortie ? Cette sortie, elle me semble calquée, ou en tout cas de même facture, que celle qu'avait faite en novembre dernier le chef d'état-major français, Fabien Mandon, devant le congrès des maires de France. Ça avait surpris tout le monde, d'abord que le chef d'état-major des armées s'exprime devant les maires comme s'il y avait un message à faire passer à la population. C'était quand même l'intention aussi. Et il avait utilisé cette phrase « La France doit se préparer à perdre ses enfants ». Ça avait choqué beaucoup à l'époque. Il y avait une demande, on va dire, de correction. Le gouvernement avait publié un communiqué en expliquant que les enfants de France n'étaient pas destinés à mourir. Bref, il y avait eu une sorte de rétro-pédalage, mais pas tellement au niveau du chef d'état-major, qui avait plus ou moins maintenu ce qu'il avait dit. Il avait dit quelques mois avant, aussi dans le genre propos belliqueux, qu'il fallait s'attendre à un choc avec la Russie d'ici 3 à 4 ans. Et donc, on a presque l'impression qu'avec Mark Rutte, ils se sont donné le mot. Ils ne sont pas les seuls à tenir ce type de propos, voulant finalement expliquer aux populations européennes qu'on allait vers une confrontation majeure avec la Russie. Ce qui est assez déroutant dans ce type de propos, c'est que d'abord, la guerre en Ukraine, comme on l'étudie nous, en allant sur le terrain, en travaillant dessus depuis 3 ans et demi, presque 4 ans, on se rend compte que c'est une guerre, en effet, de haute intensité, guerre dont on n'avait plus l'habitude dans nos pays, qui ressemble à certains moments à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est un enseignement majeur. Moi, j'ai couvert beaucoup d'opérations militaires et de conflits dans les 25 dernières années. Je n'ai jamais vu un conflit de cette ampleur et de cette intensité, avec des éléments nouveaux qui sont les drones, qui sont l'intelligence artificielle, des moyens de surveillance, des moyens létaux aussi, avec des missiles hypersoniques dont les Russes nous ont montré une partie de leur panoplie et dont les Chinois récemment nous ont montré aussi certains lors d'un défilé militaire magistral sur la place Tiananmen à Pékin, qui a fait réagir beaucoup de chancelleries et beaucoup d'états-majors ou de militaires en France, parce qu'on voyait on va dire de l'équipement et de l'armement chinois inconnus jusqu'alors. Des avions, etc., dans tous les domaines. Et donc ça, effectivement, ça montre que cette guerre en Ukraine, il y a un potentiel, même si elle est sectorisée, même si elle concerne l'Ukraine et la Russie. Évidemment, depuis le début, l'OTAN soutient l'Ukraine, les États-Unis en premier lieu, les Européens, nous finançons cette guerre, et on s'est toujours, depuis le début, on s'est toujours, on va dire, intéressé à qu'est-ce qui est de l'ordre de la co-belligérance et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, avec ce type de propos, évidemment, on anticipe qu'on va rentrer en guerre. Or, jusqu'à présent, l'idée a toujours été d'aider les Ukrainiens, mais de ne pas aller trop loin. C'était des véritables obsessions, d'ailleurs, du gouvernement Biden et de Joe Biden lui-même, qui longtemps a refusé au départ les chars lourds, au départ de fournir des missiles à longue portée. Tout ça a été sujet à des débats. Finalement, les Ukrainiens ont obtenu ce type d'armement, mais avec des usages limités,
au départ limité au territoire de l'Ukraine, ensuite limité à des installations militaires sur le territoire russe. Je me souviens, c'était à l'époque de Koursk. Moi, j'étais sur place à Koursk quand Joe Biden, subitement, a dit « OK aux Ukrainiens, vous pouvez utiliser nos attaques MS, nos missiles à longue portée, dans le cadre de Koursk. » D'ailleurs, on s'est dit « Qu'est-ce qui va se passer ?» C'était très, très intense à ce moment-là. Ensuite, les Américains sont un peu revenus sur, on va dire, cette façon de jouer avec le feu ou d'aller jusqu'au bord du gouffre, finalement, quand, évidemment, Donald Trump a été élu. Donald Trump n'a pas complètement arrêté, on va dire, la pression, et les Américains n'ont pas retiré totalement, parce que ça aussi... Trump a décidé d'une autre politique, mais pour le moment, les Ukrainiens bénéficient toujours du renseignement américain, ils bénéficient encore de matériel américain, même si la fourniture directe a été interrompue. Aujourd'hui, elle se fait via les Européens qui achètent ce matériel. Donc le soutien américain n'a pas disparu. Et simplement, il existe aujourd'hui une manière, une manière de s'exprimer sur cette guerre où on sent qu'au niveau de la rhétorique, du point de vue des Européens, on est passé dans une autre dimension. Cette phrase de Mandon, cette phrase de Mark Rutte, additionnée à d'autres, je pense au propos par exemple du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, qui nous expliquait il y a quelques mois que le front se rapprochait de nous. Quand on regarde la réalité de ce qui s'est passé dans les 2 dernières années dans le Donbass, le front effectivement s'est rapproché de 200 km. C'est-à-dire qu'en 2 ans, les Russes ont pris 200 km. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aller plus loin, mais enfin, ça veut dire que contre une armée ukrainienne, un pays qui était donné perdant dès le début, ils ont quand même eu un peu de difficulté, que ça fait 4 ans qu'ils grignotent, encore que leur but c'est de l'attrition, c'est-à-dire de détruire le potentiel adverse et non pas tant de conquérir des territoires supplémentaires, même si, in fine, ils arrivent à grignoter. Les Russes attaquent des villes, alors que les Ukrainiens n'ont plus le loisir de le faire, et les Ukrainiens sont quasiment systématiquement depuis 2 ans en position de défense. Ça, c'est des signaux que, voilà, on comprend que les Russes aujourd'hui ont l'ascendant et qui pourraient peut-être gagner cette guerre. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on peut en déduire qu'après avoir gagné cette guerre, ils vont continuer à l'ouest du Dniepr, ils vont traverser la Pologne, ils vont aller jusqu'en Allemagne et ensuite jusqu'en France. C'est là où le raisonnement me paraît extrêmement tiré par les cheveux, et même si moi je suis convaincu qu'il faut qu'on se réarme, Mark Rutte, Fabien Mandon sont des gens qui sont dans leur cinquantaine, qui ont participé à divers gouvernements ou qui ont grimpé, pour ce qui est de Mandon, les échelons jusqu'à terminer chef d'état-major des armées, qui est c'est le premier militaire français. Donc ils connaissent les arcanes du pouvoir et ils savent quand même que pendant leur carrière, on a assisté en Europe à une réduction systématique dans tous les budgets de l'armement et de la part de l'armée dans le budget. Donc si vous voulez, ils héritent d'une situation que quelque part eux-mêmes ont créée, ou en tout cas ont admis. Si Fabien Mandon n'était pas d'accord avec la réduction des budgets militaires, il aurait pu démissionner avant. Hein. Il est arrivé, il est devenu chef d'état-major des armées, et maintenant il nous explique qu'il faut se réarmer et que ça va être la guerre. C'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que les mêmes gens, les mêmes personnes qui nous disaient il faut réduire les budgets, et puis à chaque fois qu'il y avait un livret blanc de la défense ou on va dire une décision à prendre, que ce soit sous les gouvernements de gauche comme sous les gouvernements de droite, ils sont tous ils sont tous responsables de ça. Et aujourd'hui, ils nous disent, attention, ça va être la guerre. Donc gouverner, comme disait le général de Gaulle, c'est prévoir. Là, on n'a pas beaucoup prévu, et c'est là où on va en parler, mais la donne a changé, c'est-à-dire que les Américains se retirent, les Américains prennent une position, on va dire, attentiste, ils ne sont plus en avant. Et là, on a beaucoup de mal, et on se rend compte qu'on est faible
notre voix a du mal à porter, d'où peut-être aussi l'exagération voulue par certains, à moins qu'elle ne serve aussi des intérêts politiques et des besoins d'exister de certains chefs d'État. Je vous laisse avec cette réflexion. Mais en tout cas, pour moi, c'est irresponsable. Ça ne fait qu'amplifier les peurs des gens qui en ont suffisamment. Les quotidiens des Français et des Européens en général aujourd'hui est suffisamment anxiogène pour ne pas avoir à se rajouter l'idée qu'ils vont peut-être envoyer leurs enfants. Ils regarderont leurs enfants à Noël. Ils regarderont aussi, et je conseille aussi à Fabien Mandon et aux autres d'aller regarder dans leur petit village de naissance ou d'où sont originaires leurs grands-pères l'état du monument aux morts et le nombre de personnes qui s'y trouvent uniquement pour la guerre 14-18, ça fait réfléchir, je crois. Chers amis d'Omerta, avant de poursuivre cette vidéo, je souhaitais vous partager la situation dans laquelle se trouve notre équipe. En effet, nous faisons l'objet d'attaques et de harcèlement depuis plusieurs mois et tout ça s'intensifie depuis quelques semaines. L'objet de ces attaques, c'est tout simplement le travail qu'Omerta produit depuis 3 ans sur un certain nombre de sujets en se rendant sur le terrain où les médias mainstream ou les médias internet ne souhaitent ou ne peuvent se rendre. Ukraine, immigration, mais aussi wokisme, transsexualité, pédocriminalité et bien d'autres sujets. Tout ce que nous avons traité depuis 3 ans chez Omerta, que ce soit dans notre magazine ou sur notre application mobile, dérange le système et ce système a aujourd'hui décidé d'intensifier la pression sur notre société. Pour soutenir notre travail, pour soutenir la liberté d'expression, alors soutenez dès maintenant Omerta en effectuant un don défiscalisé à hauteur de 66%. Pour un don de 100 € versé à Omerta, vous ne payez en réalité que 34 €. Ces dons, ils sont indispensables en cette fin d'année pour garantir la qualité et la quantité de notre travail. Vous le savez, Omerta ne bénéficie d'aucune subvention publique et nous avons besoin de vous maintenant plus que jamais. Un grand merci et bon visionnage. Régis, vous l'avez dit, ce type de déclaration de Mark Rutte est à l'antithèse de la recherche de compromis de Donald Trump. Oui, alors ça c'est on va dire le paramètre qui a changé. Si on prend, là on termine l'année, si on prend il y a 1 an exactement, Donald Trump venait d'être élu, mais il n'était pas encore aux affaires. On était dans le cadre d'une armée américaine. On savait que Donald Trump changerait des choses sur la guerre en Ukraine, mais on n'imaginait pas à quel point la position américaine, notamment vis-à-vis de la Russie, allait changer. Ce dont on se rend compte, en fait, c'est que depuis le début des négociations qui ont démarré très tôt sur la guerre en Ukraine, elles ont même démarré avant l'intronisation de Donald Trump. Les équipes du Kremlin et de la Maison-Blanche s'étaient rencontrées pour, on va faire un travail préparatoire sur l'idée de régler cette question. Encore que Donald Trump a assez vite compris qu'il n'arrêterait pas la guerre en Ukraine en 24 heures, comme il l'avait déclaré pendant sa campagne électorale. C'est plutôt un argument de campagne, une manière de se faire mousser. Et il a compris que ça serait un petit peu plus compliqué. Et depuis janvier dernier, on y est toujours et on n'a toujours pas d'accord. Mais néanmoins, la philosophie était la suivante, et elle existait dès le début. Quand vous prenez en janvier les premiers pourparlers officiels, je ne parle pas des échanges qui avaient lieu avant, c'était déjà les mêmes acteurs, hein. Vous aviez Marco Rubio, vous aviez Steve Witkoff, il n'y avait pas encore Jared Kushner dans la boucle, mais vous aviez des gens comme Keith Kellogg, qui était le premier émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine, qui était d'ailleurs plutôt pro-ukrainien, alors que Steve Witkoff, on va dire, est plutôt pro-russe, mais il y avait déjà ces gens-là qui étaient dans la boucle, et côté russe, c'était Outchakov était déjà là, Witkoff était déjà là, vous aviez aussi Kirill Dmitriev, qui depuis, effectivement, a acquis une certaine notoriété, parce que c'est l'élément central dans les relations américano-russes. Et il y a eu une première série de pourparlers où les Ukrainiens n'étaient pas invités, il n'y avait que les Russes et les Américains, et ça se passait à Jeddah. Et sur, je crois que ça avait été pendant, on va dire, 2 jours à peu près, il y avait eu une série de 5 réunions, et sur ces 5 réunions, une seule concernait l'Ukraine. Le reste concernait la question des voies maritimes en Arctique, la question, on va dire, des zones d'influence, la question des hydrocarbures et du retour du commerce entre les Russes et les Américains,
Bref, il y avait tout un tas de sujets qui ont été abordés entre Russes et Américains, sous-entendu, quand l'Ukraine sera finie, voilà vers quoi on veut faire évoluer notre relation. C'est pas du tout la relation confrontationnelle qu'indique le propos de Mark Rutte. Et on sait très bien que les Américains, même s'ils se désengagent, restent quand même, on va dire, la figure de proue, le navire amiral on va dire, de l'ensemble occidental. Et que sans eux, malheureusement, même s'il faut, à mon sens, s'en détacher et retrouver une voie gaullienne, hein, elle a déjà été écrite, elle a déjà été pratiquée par le général de Gaulle quand il était au pouvoir, le retrait de la France de l'OTAN, l'idée qu'avec notre dissuasion, on a une arme très importante pour jouer un rôle considérable qu'on ne joue pas assez aujourd'hui dans le concert international. On est trop en retrait, alors que nous, même au sein des pays européens, on a une voix singulière grâce à cette dissuasion voulue, souhaitée, réalisée par le général de Gaulle. Et sur la position adoptée par de Gaulle à l'époque, c'était une position médiatrice, une position médiane, c'était le ni Trust ni Soviet, on était, on va dire, les champions d'une forme de non-alignement qui nous permettait d'avoir une voix singulière et une capacité de résoudre des crises. Aujourd'hui, on s'est inféodé aux États-Unis, je pense en particulier à l'époque, un des principaux acteurs de ce retour dans le giron américain, c'est Nicolas Sarkozy. C'est clair. Je me souviens d'avoir couvert à l'époque pour Paris Match première visite de Nicolas Sarkozy à George Bush à Kennebunkport dans le Maine. Sarkozy avait décidé de venir passer ses vacances aux États-Unis à l'époque. La France restait un adversaire sur la scène internationale des Américains. Pas un adversaire, mais on va dire un allié vigilant. Un allié vigilant parce qu'elle avait refusé de s'engager dans l'aventure irakienne. Et à cette époque-là, au moment où, on va dire, les dividendes de cette politique étrangère sont salués à la fois dans l'ensemble du monde arabe, partout dans le monde, le discours de Villepin, moi je me souviens, était commenté, analysé. Vous trouviez à l'époque, à New York, un livre d'intellectuels américains, alors, souvent des gens très à gauche, des Noam Chomsky et autres, qui commentaient le discours de Villepin. Le discours de Villepin avait eu droit à un livre de commentaires. C'est quand même incroyable. Et donc ça voulait dire que, bah oui, la France avait marqué un coup, un grand coup politique, et il était crédité à Chirac et à Villepin. Et qu'est-ce que fait Nicolas Sarkozy à l'époque ? À une époque où même Tony Blair ne va plus voir George Bush, qui est devenu un pestiféré avec sa guerre en Irak, eh bien, qu'est-ce que fait Nicolas Sarkozy ? Il s'empresse de revenir et de faire revenir la France dans le giron américain. Pendant son mandat, ça sera, on va dire, consacré avec le retour dans le commandement intégré de l'OTAN, chose qui n'était absolument pas. Alors, c'est très intéressant, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec François Fillon. Il justifie ça encore aujourd'hui en disant que la France pensait que l'Allemagne lui était en train de lui faire un coup et que c'était une manière, finalement, d'avoir plus de poids en étant dans le commandement intégré. Bon, sauf que ça se fait au détriment de l'indépendance du pays. Et depuis, on est devenu vassal, client, on va dire, des Américains, même si on a notre singularité, même si on a nos avions, même si on a nos rafales, même si on a nos canons. Eh bien, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens de l'OTAN, comme les gens de l'Europe, achètent prioritairement du matériel américain et nous n'en achètent pas à nous. Donc en fait, on est, voilà, pour bien comprendre ça, c'est que il faut qu'on retrouve en France une voix singulière. On ne peut pas être simplement des vassaux qui acquiescent ou aujourd'hui qui s'opposent. Mais on a quoi pour s'opposer ? Rien du tout, ou quasiment. Régis, de son côté, Moscou réplique par la voie diplomatique, je cite, « La Russie n'a jamais eu et n'a toujours pas l'intention d'attaquer la France ou quelque autre pays de l'Union européenne, ni aujourd'hui, ni à l'avenir. » Et lorsque Vladimir Poutine explique que si l'Union européenne veut attaquer, la Russie est prête, cela est considéré par les observateurs français, européens, comme une menace. Comment est-ce que vous le traduisez ? C'est un petit peu ce qui se passe avec la Russie,
c'est un petit peu... L'inversion accusatoire. c'est de l'inversion accusatoire, mais c'est juste, on les pousse à la faute, et quand Poutine, on va dire, sur un moment d'humeur, dit « mais si vous voulez faire la guerre, moi je suis prêt », on dit « ah, regardez, vous voyez, c'est lui qui nous menace ». C'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est très tordu comme façon de voir, et je précise quand même qu'il ne faut pas négliger cette menace russe. Il ne faut pas négliger que les Russes ne sont pas nos amis. Mais on a plein de gens qui ne sont pas nos amis sur Terre. Il faut arrêter cette espèce de vision totalement manichéenne. Les Américains non plus ne sont pas nos amis. C'est là aussi où on a, on va dire, péché par une forme de naïveté. Alors ça a été très bien orchestré par les Américains eux-mêmes avec leurs satellites pendant toute la guerre froide. Le grand frère, Lafayette qui permet de la révolution américaine, le débarquement où on vient au chevet de l'Europe et on libère la France. Alors que, pardonnez-moi, mais je cite Éric Branca dans son livre L'ami américain, qui explique pourquoi De Gaulle n'a jamais assisté aux cérémonies du D-Day, parce qu'il considérait que c'était une affaire anglo-saxonne, et que si lui n'avait pas insisté, et si Churchill ne l'avait pas aidé, bon, les Américains seraient allés libérer la Hollande, et ensuite, c'était l'Allemagne l'objectif. C'était pas tellement de venir au chevet de la France. Et ensuite, qu'ont fait les Américains quand De Gaulle, figure qui s'est dressé, ils en voulaient pas de Gaulle. Ils voulaient Giraud au départ. Ils avaient même envisagé de continuer avec Laval en 1945, c'est dire. Ils n'ont pas pu le faire parce que les Allemands ont embarqué Laval à Sigmaringen. C'est quand même incroyable. Et ensuite, ils ont passé la 4e, la 5e République à financer, à essayer de mettre des bâtons dans les roues de tout ce qu'était le gaullisme à l'époque. Finançant des partis de droite, des partis de gauche. Le tout pour emmerder De Gaulle, passez-moi l'expression. Donc ce ne sont pas nos amis. Et ils ne cessent de le dire. Néanmoins, on a toujours, au niveau médiatique, des personnages qui continuent à nous vendre cette fantasmagorie du monde idéal franco-américain et de l'atlantisme. Tout ça, et il est temps qu'on remette nos logiciels. Alors, autant les Américains sont en train de remettre leur logiciel à jour avec le retour, en fait, d'un monde multipolaire et l'admission par l'Amérique, même s'il est toujours tenté, elle aimerait bien être la première de ce monde multipolaire. Elle voit qu'elle a quand même des compétiteurs sérieux. Mais elle n'est pas... voilà, le monde est en train de se recomposer. On ne peut pas, nous, continuer à avoir cette attitude d'orphelin de la position américaine où on vient chercher chez l'oncle Sam protection et pitance, alors que cet oncle Sam, globalement, ne veut plus de nous. Régis, dernière question. Au-delà des velléités carriéristes, idéologiques des uns et des autres, y a-t-il, selon vous, rationnellement, un scénario de guerre probable d'ici 4 ans entre l'Union européenne et la Russie? Non, moi je pense qu'il n'y aura pas de guerre. Je le souhaite ardemment. Je vous faisais la réflexion tout à l'heure sur le monument historique, le monument aux morts dans les petits villages. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on l'a toujours vu, mais on n'a jamais vraiment regardé les noms, regardé les époques aussi, parce que sur ces monuments aux morts, si je prends le village français classique, vous avez 14-18, puis vous avez 39-45, vous avez, souvent c'est marqué guerre de décolonisation, ou Algérie, Indochine, etc. Et sur 14-18, vous avez ça. 39-45, en général, vous avez ça. Puis les autres, quelques noms. Voilà. Je pense à un petit village de 500 habitants. Mais pour un petit village de 500 habitants, vous pouvez avoir 30 ou 40 noms uniquement pour 14-18. Et ça, je pense que ça aide quand on regarde parfois des noms de plusieurs fois le même nom de famille. Je me souviens d'une histoire qu'on avait faite à Paris Match d'une famille de Saint-Malo dont la mère on avait retrouvé les photos, etc., avait perdu 5 fils en 14-18. 5 fils. Et toute l'histoire de la Bretagne et de plein d'autres territoires français, c'est aussi l'histoire de l'arrivée des femmes comme force de travail.
c'est pas de l'émancipation, mais c'est la femme sur laquelle on compte, parce qu'il n'y a plus d'hommes. Parce que les hommes, soit sont partis aux tranchées, soit ils sont pas revenus. Ouessant, dont j'ai une partie de ma famille qui est originaire, était surnommé l'île aux femmes après 14-18. Parce que les hommes n'étaient soit pas rentrés, soit ils étaient capitaines au long cours, donc on les voyait jamais. Donc c'était les femmes qui structuraient la société. Et tous ces bouleversements-là sont venus d'une guerre. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être prêt. C'est pas, voilà, il faut être prêt. Moi, je trouve intéressant la proposition de l'ancien chef d'état-major des armées, Philippe de Villiers, Pierre de Villiers, je confonds, Pierre de Villiers, qui explique que oui, il y a un programme de réarmement à faire, mais lui, il le situe sur 10 ans. Mais ce n'est pas en prononçant des propos comme ça, qui ne seront, je dirais, si on veut faire cette guerre, si elle doit avoir lieu, hélas, un regret, mais si elle doit avoir lieu, il faut qu'on soit prêt pour la faire. Bon, Mandon, il nous dit 3 ans, Villiers nous dit 10 ans. Ben, le problème, c'est que la guerre, c'est là. Et si on n'a pas les moyens, donc c'est pas en se payant de mots qu'on va arriver à faire chez l'adversaire, à instiller la peur chez l'adversaire et à lui faire dire non, je ne vais pas aller. Aujourd'hui, malheureusement, et les Américains nous le montrent tous les jours, on est considéré, je cite Père de Jong, que j'invitais, expert militaire pour la chaîne LCI que j'invitais hier, il dit les Américains nous prennent pour des bons à rien. Pour des bons à rien parce qu'on n'a pas su organiser cette défense. Et ils n'ont de cesse, ces mêmes Américains, ils ne sont pas hostiles. C'est pas nos amis, mais ils ne sont pas hostiles. Ils me disent allez, faites votre propre truc, faites votre propre sécurité. Vous savez, quand Donald Trump, c'était pendant sa première présidence entre 2016 et 2020, a menacé à un moment de quitter l'OTAN. L'époque où Emmanuel Macron disait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Tout le monde a dit quoi ? Les États-Unis vont quitter l'OTAN Et en fait, la raison pour laquelle Donald Trump voulait quitter l'OTAN, c'était à cause de l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne avait fait son succès économique et financier sur 3 piliers. Premier pilier, la sécurité américaine. Les bases américaines en Allemagne. L'Allemagne, ah ben non, vous comprenez, avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, on a une armée à minima, on n'intervient plus à l'extérieur, ne nous demandez pas d'être... on n'en sera pas, et on refuse systématiquement pour des raisons historiques. Voilà. Donc la sécurité, on la délègue. On la délègue à qui ? Aux Américains. Le marché... électronique, voitures, etc. C'est à la fois les États-Unis, mais c'est surtout la Chine. Et là, on commerce, l'Allemagne était le principal exportateur au monde à l'époque, l'Allemagne commerce avec la Chine, sans d'ailleurs qu'il y ait forcément de réciprocité. C'est-à-dire, certains produits sont interdits en Chine, mais par contre, la Chine déferle en Europe. Le premier à avoir dit il faut arrêter ça, c'est Donald Trump. Il faut mettre des barrières. Voilà. Et le troisième volet, il était très simple, c'était le gaz à pas cher des Russes. Et Donald Trump, à un moment, s'est dit, ils achètent et ils font leur succès sur le gaz à pas cher russe, tout en bénéficiant de la sécurité américaine. C'est pas possible, ça peut pas continuer. Et ça reste, d'ailleurs, l'état d'esprit de Donald Trump vis-à-vis de l'Europe, c'est-à-dire que on l'avait vu, vous vous souvenez, avec l'attaque des Houthis, il y avait une boucle WhatsApp, une boucle de communication entre Pete Hegseth, Marco Rubio, Donald Trump et J.D. Vance, qui avait fuité. C'était un journal américain, je crois que c'était The Atlantic, qui avait réussi. Le journaliste s'était retrouvé sur cette boucle. Et que disaient Pete Hegseth et J.D. Vance en substance ? Ils disaient le boulot qu'on est en train de faire là contre les Houthis, c'est pour permettre au commerce maritime de passer dans la mer Rouge. Donc ça bénéficie aux Européens. Et il faudra leur donner l'addition, en gros. Mais ils vont encore se plaindre, etc. C'était ça le truc. Pourquoi ? Parce que les Américains disent, bah oui, on fait des trucs gratos dans le monde, on intervient pour assurer, on va dire, et qu'est-ce qu'ils font eux ? Ils en bénéficient et ça leur coûte pas un rond. C'est ça la philosophie des Américains aujourd'hui avec nous. Mais au-delà de ça, à vous de vous organiser, à vous de faire vos armées, à vous de faire votre propre politique internationale, mais lâchez-nous la grappe, vous n'êtes plus avec nous. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de commentateurs, beaucoup d'hommes politiques ne l'ont toujours pas compris en France.
je vous laisse regarder ce qu'il y a sur la plupart des plateaux télé. Vous avez encore des zélateurs de l'ancien monde. Or, aujourd'hui, on est dans le fantasme ou dans la fiction, ou dans la nostalgie absolue de ce monde, de cette Pax Americana qui existait avant et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Merci Régis. Merci.